Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Yvan Attal. Bonjour, c'est la deuxième fois que vous venez ici. Bonjour, oui, je reviens avec plaisir. Un an. Alors tout le monde connaît l'acteur, le réalisateur, le scénariste que vous êtes. Une soixantaine de films, c'est ça à votre actif comme acteur, 10 comme réalisateur, 4 comme scénariste. Enfin, ça fait beaucoup de films, beaucoup de scénarios. Et vous avez réalisé un film diffusé le week-end dernier dans le cadre du SIDAction, soutenant la recherche sur le sida. Pourquoi cet engagement, Yvan Attal ? Parce que c'est un engagement, c'est un appel à la mobilisation. Oui, bien sûr, mais c'est une cause à laquelle je tiens, mais je ne suis pas le seul, évidemment. J'ai été, quand ce virus est arrivé, j'étais adolescent, enfin même un peu plus que ça. En tout cas, en 1980, j'avais 15 ans, mais je me souviens qu'en 82, 83, on était dans le dur de tout ça. Et vous avez dû avoir des amis qui ont été touchés ? Bien sûr, j'étais un jeune adulte. Je découvrais le sexe tard, mais j'étais en plein dedans. Et je me souviens de tout ça, de cette frayeur, et puis de voir des amis pour diverses raisons touchés par le sida. C'était une angoisse totale. Donc j'ai grandi avec ce sida. Donc évidemment, c'est une chose qui est encore là. On sait très bien qu'on n'a pas encore trouvé ce vaccin, on peut vivre avec, il y a ces traitements de trithérapie, etc. Mais tout ça reste très lourd. Et il y a toujours des morts, il faut le dire aux jeunes. Et il y a toujours des morts. Donc effectivement, c'est une cause qui me tient énormément à cœur. Le slogan de ce film, du film que vous avez réalisé et de la campagne d'affichage du SIDAction, c'est « Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans ». Ça veut dire qu'il y a des lacunes en matière de recherche ? C'est que ça demande... D'abord, c'est difficile. Si on avait pu trouver... Enfin, j'imagine. Si on avait... On a fait des efforts inouïs sur le Covid, ou la Covid d'ailleurs. En quelques mois. C'est probablement beaucoup plus compliqué le sida, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'y est pas encore. Donc, il faut aider la recherche. C'est aussi bête que ça. Et alors, j'ai retrouvé quelque chose vous concernant. 2010, vous avez réalisé un spot de sensibilisation des jeunes sur la dépendance au tabac. Stop tabac. Est-ce que cette campagne a été efficace ? On vous en a parlé ? Non, je sais pas. J'en ai fait plusieurs, ceci dit, sur le tabac. J'ai fait aussi un spot sur l'arrêt du tabac dans les lieux publics, etc. Donc je ne sais plus à quoi correspond celui-là. Voilà. C'était vous demandiez en gros aux jeunes d'arrêter de fumer. Oui, mais comment ? Enfin, il y en a eu plusieurs. Enfin, 2010. Peu importe. Je ne sais pas. Ça, il faudrait demander. Il faut voir au ministère de la Santé ce que ça donne. Exactement. J'espère qu'on fume moins. Alors, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a d'inquiétants abus d'alcool. Donc sida, tabac, on parlera de la drogue, et abus d'alcool chez les jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes attirés par l'alcool ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? On sait tous tout. On sait tout. C'est surtout aux parents qu'il faut dire, d'expliquer à leurs enfants. Je veux dire, c'est des problèmes très compliqués. Pourquoi on tombe dedans ? Pourquoi on ne tombe pas dedans ? On est tous tentés, à un certain âge, d'expérimenter toutes ces choses. L'alcool, la drogue, etc. Ça veut dire... Après, je pense que c'est très complexe. Pourquoi des gens tombent dedans ? Pourquoi des gens tombent pas dedans ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose même dans les gènes, où il y a des gens qui sont addicts et il y a des gens qui passent au travers. Voilà. Alors, en revanche, il faut faire des campagnes pour, évidemment, prévenir que tout ça est très dangereux. Et après, c'est pas de ma compétence. Dangereux, vous avez parlé de l'alcool, la drogue ? Évidemment, tout est dangereux. L'addiction, en gros. Ce que je veux dire, c'est que même les drogues douces, j'ai vu un documentaire de Kassovitz pour essayer de nous convaincre de dépénaliser, etc. Mais il a probablement raison, parce que je pense que si on dépénalise et que si ça devient une chose qu'on peut réglementer, ce qu'on pouvait fumer dans les années 70 n'a rien à voir, par exemple si on parle d'herbes, de shit, etc., n'a plus rien à voir avec ce qu'on fume aujourd'hui.
la charge en THC, c'est pas qu'elle a triplé, quadruplé, quintuplé, c'est une chose abominable. Donc, évidemment que ça devient une chose un peu folklorique de voir Bob Marley fumer toute la journée, parce qu'on fume plus du tout la même chose. Pardonnez-moi, je vais me mettre sur silencieux. Et je lis à Gaza, le Hamas confronté à un début de contestation. C'est une merveille. On va en parler tout à l'heure. C'est un grand espoir. Un grand espoir, oui. Donc, pour revenir à la drogue et à tout ça, non, je pense qu'effectivement, moi, je suis pas compétent, mais c'est des choses qui deviennent très dangereuses. Et effectivement, peut-être que dépénaliser serait une façon de réglementer tout ça, parce que l'alcool est autorisé et pourtant on consomme de l'alcool. Bon, en revanche, on a au moins un minimum de contrôle là-dessus. Sur les drogues douces et sur les drogues dures encore moins, bon, ça je pense pas qu'il y ait de sujet, mais sur les drogues douces, peut-être que réglementer les choses ferait peut-être moins de dégâts. Alors, on revient à votre clip d'ailleurs. La question, c'est une question au réalisateur, au scénariste. Est-ce qu'on réalise un clip de 45 secondes de la même manière qu'on réalise un film? Oui. Ouais. C'est beaucoup de travail d'ailleurs, 45 secondes. Oui, alors évidemment, ça prend moins de temps. Ouais, mais c'est beaucoup de travail. Non, mais ça veut dire quand je dis on procède de la même manière, ça veut dire on réfléchit à comment raconter au mieux une histoire, comment faire en sorte que cette... D'abord, c'est un spot publicitaire, donc ça veut dire que quand on arrive comme réalisateur, il y a déjà un script qui est écrit. Et en même temps, je trouve qu'on a eu une belle collaboration avec l'agence, avec le client, etc. Quand on peut se parler, quand on peut échanger les idées, etc. Il y avait un jeune batteur avec nous qui est vraiment bien dans le spot. C'est des échanges. De toute façon, un film, c'est des échanges aussi. Mais quand moi, je réalise un film, c'est mon film. Quand je réalise un spot publicitaire, c'est le film pour le SIDAction. On se met totalement au service de ça. Et on accepte aussi, on est un peu moins, quand on a des convictions, on les défend, mais ce que je veux dire, c'est que eux ont quand même une longueur d'avance. Ils travaillent depuis des dizaines d'années dessus, ils savent sur quoi ils veulent communiquer, etc., etc. Donc, on essaye d'être totalement à leur service. À leur service, au service de ce clip, il y a le pouvoir d'un clip, le pouvoir d'un film, c'est quoi? D'abord, c'est de divertir. Un film. Ouais, un film. Moi, j'ai jamais abordé le cinéma autrement que ça, parce que quand je suis allé au cinéma, je détestais les films qui affichaient comme ça un message. En revanche, j'apprenais énormément de choses entre les lignes. Donc, et quant à la première lecture, on rit ou on est ému par un film, c'est gagné pour ensuite, entre les lignes, dire des choses. De toute façon, un film parle toujours de quelque chose. Donc, un film, ça peut avoir un pouvoir. Après, bon, autant faire de la politique, hein. Mais moi, j'aime aussi les films d'entertainment. Voilà. Avec un pouvoir quoi? Vous disiez fédérateur? Un pouvoir de... Mais je regarde pas je regarde pas le cinéma comme ça, mais en même temps, c'est vrai qu'on partage un moment tous ensemble. C'est un moment de partage, un film. Enfin, de moins en moins, puisqu'on regarde des films seuls dans le train sur un petit écran. Mais en général, on partage un film ensemble. On en parle. Même si on l'a vu tout seul dans le train, à l'arrivée, on dit « j'ai vu ce film » et on commence à en parler. Voilà. Donc, c'est un moment de partage. C'est quoi le dernier film que vous avez vu et qui vous a plu? Ah non, là, je suis dans une série, moi. Ouais. Je suis dans une série, j'ai beaucoup de retard. Oui, les séries, c'est énorme. J'ai beaucoup de retard, mais je suis tombé sur Squid Games. Je pensais que c'était un truc totalement pour les ados. C'est pas du tout un truc totalement pour les ados. Et c'est un truc super. C'est un truc délirant. Enfin bon. Ça vous donne envie d'en faire? Ah, moi, j'ai très très envie de faire une série, mais... Vous savez sur quoi? Pas de série. Je suis toujours pas sur une série. Non, mais vous savez sur quoi vous auriez envie d'en faire? Non, parce que sinon, je m'y mettrais. Mais je sais toujours pas. Je cherche. Vous cherchez. Je cherche. Mais je suis encore en réflexe. Pour moi, en réalité, une histoire, c'est 2 heures. Voilà, j'ai grandi avec ça. Donc, souvent, quand je regarde des séries et qu'en plus, on me dit, faut s'accrocher. Le premier, le deuxième épisode, faut s'accrocher. Et après, on continue. Je vais pas m'accrocher 2 heures. C'est comme si je voyais un mauvais film qu'il fallait m'accrocher pendant 2 heures. J'ai aucune raison de perdre 2 heures de mon temps. Donc, il faut que ça m'accroche quand même tout de suite. Et en l'occurrence, Squid Game, ça démarre très bien. Et vous êtes sur un film en ce moment? Je suis sur plusieurs films en ce moment. Sur quoi, par exemple? Je développe pour Netflix la traque de Klaus Barbie. Ah oui? Oui. Donc, on était en 85, si je ne me trompe pas.
Peut-être même avant. 85. Elle commence dans le mien, elle commence en 1950. Oui, mais au moment où il a été attrapé Voilà. Je travaille sur un long métrage aussi, dont je peux pas dire grand-chose parce que je viens de terminer, donc je voudrais pas trop en parler encore. Vous travaillez beaucoup, quoi. Hein, beaucoup d'idées en tête. Mais le cinéma, c'est autre chose. En fait, j'aime de plus en plus mon métier. Ouais. Et il y a un endroit où je suis très heureux, c'est sur un plateau. Si je pouvais être un fonctionnaire du cinéma, si on pouvait m'employer pour que je puisse tourner tous les jours de ma vie, je le ferais. Et c'est pour ça qu'une série m'intéresse. Ouais. Parce qu'au moins, une série, on tourne 6 mois. 6 mois. Un long métrage, on tourne, c'est de plus en plus court. On tourne 8 semaines, 7 semaines, 6 semaines maintenant parfois. Au moins, une série, je pourrais travailler pendant 6 mois d'affilée. Il y a des personnes qui vous ont marqué, des cinéastes, des acteurs, des comédiens, des réalisateurs. Évidemment. Bien sûr. Hein, et qui vous ont donné envie de faire ce métier. Évidemment. Lesquels? Il y en a énormément. Ouais. Alors, j'avoue que j'ai grandi avec le cinéma américain. Ouais. Et donc, comme tous les gens de ma génération, j'ai adoré Woody Allen, Scorsese, De Palma, Coppola, Lumet. Sidney Lumet, qui est à mon avis, qui est un de mes préférés. Bon, et comme acteur, tous ces acteurs, de Newman à Brando, à De Niro, à Pacino, à Dustin Hoffman, à tout ça. Vous citez pas de français? Non, parce que j'ai commencé avec le cinéma américain. J'ai grandi avec le cinéma américain, et c'est probablement le cinéma américain qui m'a donné envie de faire du cinéma. Mais après, j'ai été dingue de Depardieu, Devers, par exemple. Voilà. Depardieu, Devers, justement, Depardieu. Hein, réquisitoire, 18 mois de prison avec sursis. Qu'est-ce que ça vous fait, ce cas, on va dire, Depardieu, ce qui lui arrive? Ça vous fait mal ou pas? Bien sûr que ça fait mal, parce que c'est quelqu'un, je dirais même pas qu'on a admiré, que j'admire encore, qui est un énorme acteur. J'ai signé cette pétition qui était un peu étrange. D'ailleurs, j'avais signalé avant de la signer à l'auteur de la pétition que ça m'était très très difficile de signer la pétition telle qu'elle était formulée, mais je voulais la signer. On précise les choses pour nos auditeurs. Hein. Je sais plus ce que c'était la pétition, mais pour moi, je défendais la présomption d'innocence. C'était la pétition, il me semble, avec Catherine Deneuve, si je me trompe pas. Je sais pas. Enfin bon, bref. Il y avait un tas de gens. Ouais. Mais elle était problématique, cette pétition, parce qu'elle était formulée d'une manière un peu bizarre. Et elle me posait problème, mais j'ai eu envie de la signer quand même pour dire à quel point la présomption d'innocence était importante, à quel point on ne pouvait pas se substituer à la justice. Maintenant, la justice est là. Il n'y a rien à dire. Vous pourriez le faire travailler dans un film, Gérard Depardieu? Si je pouvais le faire travailler dans un film, alors il y a une. Bien, vous pouvez faire appel à lui, vous pouvez faire appel à lui. Mais c'était mon rêve de tourner avec Depardieu. Ouais, c'est toujours votre rêve. C'est comme si, je vous ai dit, j'étais dingue de Devers et Depardieu. Ouais. Devers est plus là. La question. Ouais. Devers est plus là. C'est mon rêve. Un jour, j'ai tourné un film. Je suis dans un film avec Gérard Depardieu qui est Bon Voyage. Je l'ai croisé plusieurs fois sur le tournage, mais j'avais pas de scène avec lui. J'étais malheureux. J'implorais le metteur en scène en lui disant trouvez-moi n'importe quoi, 2 mots. J'échange avec lui 2 mots, quoi. Donc, oui, je pourrais travailler avec lui. Oui. La question de tout ça, c'est aujourd'hui, je pense qu'il a pris 18 mois de prison avec sursis. Il l'a pas pris. On a requis. On a requis. Il a pas encore. Voilà, d'accord. Hein, il a requis. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'il aura purgé sa peine, on est tous d'accord qu'il a le droit de revenir travailler. Ah oui. Voilà. Après, ces choses-là sont personnelles. Ça veut dire, est-ce que et ce n'est plus une question de justice, c'est une question morale, d'éthique, etc. Est-ce que cette personne, vous n'avez plus envie de travailler avec elle, ou vous avez encore envie de travailler avec elle? Voilà, mais il y a un temps où les gens accusés de quelque chose doivent purger une peine, apparemment, et voilà. Et une fois qu'ils ont purgé leur peine, la question, c'est qu'on ne peut pas les empêcher de revenir. On ne peut pas les empêcher de revenir, donc vous pourriez le faire travailler dans un film, vous pourriez faire appel à lui. Après, il y aurait peut-être des hauts le cœur. Ça appartient. Ouais. Après, c'est une question personnelle. Ouais. Mais on ne peut pas... ce que je veux dire, c'est que on entend parler tellement de réinsertion sociale. Bien sûr. Ça veut dire que tous ces gens qui sont en prison, qui ont commis des actes tout aussi graves,
on se bagarre pour les aider à revenir. Donc je ne vois pas pourquoi on en laisserait de côté certains. Donc, pourquoi certains seraient condamnés à perpétuité. Voilà. Voilà. Donc, Depardieu pourrait être... Depardieu, après sa peine, il pourrait revenir travailler, évidemment. Avec vous, hein, on est d'accord. Ah bah, moi, si j'ai un projet, pourquoi je me gênerais? Bien sûr. Film, cinéma toujours, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Qu'est-ce que vous avez le plus filmé? Diriger un tournage ou écrire un scénario? Non, moi j'écris un scénario pour faire un film. Ouais. C'est pas une fin en soi, sinon je serais scénariste. Non, j'adore tourner, j'adore mettre en scène un film, j'adore écrire, préparer, réfléchir, monter, jouer, j'adore faire des films. Oui, et ça fait 36 ans que ça dure. Hein, bah, j'ai commencé en 89. Hein, ça vous donne pas un peu le vertige? Vous dites, oh, c'est super, c'est génial. Non, c'est pas génial parce qu'on en veut toujours plus. Ouais. On veut faire encore des films, c'est un métier de frustration totale. Un métier de frustration totale, mais vous y êtes arrivé. Hein, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent comme vous. Ouais, mais je considère pas que... On peut considérer que j'y suis arrivé, si vous voulez. Et d'ailleurs, on va dire pour nos auditeurs, je crois qu'au départ, vous vouliez être footballeur. C'est vrai ou pas? Je jouais très très bien au foot. Ouais. Je voulais être footballeur, mais après, je voulais être basketteur. Et j'étais encore meilleur, et j'ai pas grandi. Non. Malheureusement. C'est compliqué quand on est petit de jouer au basket. Mais pourtant, il y a des très grands joueurs petits. Des compteurs de basket? De basket. Ah ouais. Je suis pas sûr que... Comment s'appelle le gars qui marquait tous ces paniers là aux Jeux Olympiques? Qui mesure 2,20 m? Non. Il y a un document. Oh, si. Je suis désolé, je connais pas son nom. Bon, enfin, en tout cas, va me revenir. Non, mais il y a même un documentaire génial sur lui parce qu'on raconte que en fait personne croyait en lui. Ouais. Il a été très adroit, très fort, etc. Mais physiquement, il avait rien à voir avec la stature de ses. Et pourtant, la volonté. C'est devenu un des plus grands basketteurs. Voilà. Des grands petits basketteurs. Alors, votre parcours, c'est le principe de l'émission. On en avait parlé l'an dernier. Vous êtes né à Tel Aviv en 1965 et c'était pas fréquent pour des juifs d'Algérie comme le sont vos parents d'avoir fait leur aliyah à cette époque-là. Hein, c'était pas fréquent. Pourquoi ce choix? Pourquoi ils ont choisi Israël et après ils sont revenus en France? Bizarrement, je n'ai jamais parlé avec eux. Je pense que je crois qu'au moment des événements d'Algérie, ils ont rencontré quelqu'un qui venait d'Israël, je pense, pour aider les Juifs à se défendre. Je pense que mon père a dû rencontrer cette personne et qui lui a proposé de venir en Israël au moment où il fallait partir. Et ils ont fait ce choix. Ils y sont restés quelques années. En tout cas, eux sont partis en 62. Ils sont revenus en 66. Un an après votre naissance. Ouais, et encore même pas quelques mois après ma naissance. Donc, ou 65 d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos parents? Bah, énormément de choses. Mais allez-y. Bah, je sais pas, mais ils ont fait ce que je fais aujourd'hui. Ça veut dire attaché aux valeurs auxquelles je suis attaché aujourd'hui. Alors, l'héritage pied noir, l'héritage juif séfarade, ça compte, ça a compté? Ça compte pour vous? Oui, enfin c'est en moi. C'est en vous, dire, bien sûr. C'est quoi? Mais c'est quoi juif séfarade en réalité? Je sais pas. Je suis juif, je suis un juif arabe. Ouais. J'ai envie de. Ouais, je suis un juif arabe. Ça veut dire que quand je vois des copains arabes que je vais manger chez eux, j'ai l'impression de manger chez ma mère ou chez ma grand-mère. Manger comme chez vous, quoi. Hein? Exactement. Parce que l'héritage, c'est aussi la bouffe. Il y a Ah bah oui. Non mais culturellement, culturellement, ça veut dire, on est quand même. Il faut arrêter d'essayer. Au contraire, je pense qu'il faut essayer quand même de se rapprocher une bonne fois pour toutes, parce qu'on est proche. Et d'ailleurs, vous parliez des années 85. C'était SOS Racisme. Hein? Oui. C'était SOS Racisme. SOS Racisme, c'est encore une autre histoire. Enfin, en tout cas, c'était la proximité. Blanc-beurre, c'est une histoire contre le racisme, etc. Mais là, on parle culturellement. Oui, culturellement. Culturellement, je me sens un arabe. Je suis un juif arabe. Il faut dire que ça existe, les juifs arabes. Oui, voilà. Bah, dites-le, vous l'avez dit, c'est bien. Voilà, mais c'est bien, ça fait plaisir de l'entendre. Les juifs arabes, c'est quoi? C'est la bouffe, l'humour, la joie de vivre, le rire. Les fêtes, c'est un tas de choses. C'est un tempérament, c'est un pays, c'est une langue, c'est... Voilà. Charlotte Gainsbourg. Ouais. Charlotte Gainsbourg. La femme avec qui vous partagez votre vie depuis 34-35 ans.
Hein. Ouais, quelque chose comme un peu moins. Un peu moins. Actrice, chanteuse. Votre fils Ben, acteur, comédien. Entre autres. Hein. Votre fille, je crois qu'elle fait de la musique. Oui. Hein. Donc il y a une tribu, une dynastie, Attal. Je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, ils ont envie de faire ça, ils font ça. Je crois que... Après, c'est un peu normal. Ils ont baigné dans quelque chose. Voilà. Ils ont un tas d'envies. Ils cherchent. Ils cherchent. Et ça marche. Hein, ça leur plaît, comme ça vous. Leur plaît. Ça leur plaît. Vous en parlez avec eux? Bien sûr que j'en parle avec eux. Vous leur dites quoi? Je leur dis de faire autre chose. C'est vrai? Non, mais je suis inquiet. Votre fils, je suis inquiet pour eux. À votre fils, vous lui dites, faut être footballeur? Non. Non, mais il y a un moment où il faut admettre, c'est marrant quand on a des enfants, quand on est jeunes parents, on comprend pas qu'il faut... On a envie de faire ses enfants à son image, mais ils sont grands, ils sont majeurs, vaccinés, ils ont leur personnalité, leur... C'est à eux de se trouver, il faut leur donner la possibilité, et c'est en ça que je remercie le plus mes parents, c'est de m'avoir donné la liberté de faire ce que je voulais faire. Et ce que vous aimez. Ça veut dire que quand j'ai dit à mes parents que je voulais être acteur, enfin que je voulais faire du cinéma, je comprends que c'était terrifiant pour eux. Ils vous ont dit quoi à l'époque? Go for it. Ils vous ont pas dit, ça va peut-être être compliqué de gagner ta vie comme ça? Si, j'étais inquiet. Inquiet. D'ailleurs, la première fois que j'ai joué, c'était pour Un monde sans pitié. J'ai touché mon premier chèque. Peut-être que je vous ai déjà raconté cette histoire. Allez-y. Je vous l'ai raconté? Il me semble, mais allez-y, ça m'intéresse. J'ai touché mon premier chèque. Et c'était à peine pour quelques jours de tournage. Ouais. J'ai dit à mon père, tu vois qu'on gagne sa vie au cinéma. Et le chèque est revenu impayé. Donc il s'est bien foutu de ma gueule. Mais non, évidemment qu'ils étaient inquiets. Mais on sent de l'émotion chez vous quand vous dites ça. À l'image de votre père en face de vous. J'ai plus mon père. Voilà. Donc évidemment, il me manque. Je pense à lui tous les jours de ma vie. Ouais, quand on a perdu son père, on y pense tous les jours. Ouais. Oui. C'est pesant d'être juif et d'être vu comme juif par les autres, Yvan Attal? C'est pas pesant au point de cacher sa judaïté ou de faire comme si on n'était pas juif, etc. Mais on est en France, aujourd'hui, en 2025, on sait ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui, donc on peut pas faire comme si c'était facile d'être juif, quoi. Et vous êtes Sabra, puisque vous êtes né en Israël. Je suppose que vous avez gardé des liens, vous avez j'ai de la famille, des amis en Israël. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en Israël? Je me sens français. Et en France? Je me sens français aussi. Non, mais évidemment que je suis attaché à Israël, mais j'ai grandi en France, ma langue maternelle c'est le français. Ouais, vous arrivez à parler hébreu ou pas? Non, pas du tout, je parle pas l'hébreu. J'avais appris un tout petit peu au moment où j'ai fait les Patriotes. Et puis j'ai totalement oublié, j'ai quelques notions, mais non, j'adore Israël. Mais quand je suis en Israël, je peux pas dire je me sens israélien. Voilà. Non. Je suis heureux d'être en Israël quand je suis en Israël, mais je peux pas dire je suis israélien. Je me sens français. Et alors, est-ce que vous sentez franco-israélien? Puisque c'est ainsi qu'on vous qualifie. Vous l'avez vu, mais c'est la réalité. Franco-israélien. Mais on vous qualifie ainsi de manière péjorative. Je sais pas si c'est péjoratif, mais c'est marrant à quel moment on a commencé à me qualifier. Voilà, à partir du moment où on m'a qualifié de franco-israélien. J'étais sur Wikipédia, comment on appelle ça, ce site internet dont il faut se méfier quand même. Qui peut apporter des choses, mais voilà. Qui peut apporter des choses, mais c'est pas la vérité, c'est pas la réalité, mais il y a un trafic de réalité. C'est des gens qui alimentent, donc les gens disent ce qu'ils veulent quand même. Et après on peut pas corriger. Donc il se trouve que sur Wikipédia, par exemple, parce que je pense que c'est né sur Wikipédia. Sur Wikipédia, par exemple, avant de faire Ils sont partout, un film sur les clichés antisémites, avant de faire ça, j'étais un acteur et réalisateur français. Et une fois que j'ai fait Ils sont partout, je suis devenu un acteur et réalisateur franco-israélien. Comme si le fait de m'attaquer aux clichés antisémites, comme si le fait de parler de ces sujets-là
Il y avait quelque chose de bizarre. Un Français, il va pas s'occuper de ces histoires. C'est le procès de la double allégeance, quelque part. Hein, un peu. Un peu, hein. Un peu. Le 7 octobre, Oui. il a réveillé le Sabra, le juif qui est en vous, ou pas? Évidemment. Hein, Enfin, c'est pas dans ces termes. Le 7 octobre est une horreur. Une horreur pour tout le monde, pour le monde entier. Le 7 octobre est une abomination. Effectivement, le fait d'être attaché à Israël a fait que c'était encore plus affreux pour moi. Voilà. Et le procès qui est fait depuis à Israël sur sa guerre à Gaza, depuis le pogrom du 7 octobre, il est légitime ce procès ou pas? Non. Hein? Non, mais tout ça, c'est une blague. Ouais. Enfin, il y en a qui blaguent pas de ça. Hein. Non, mais quand je dis tout ça, c'est une blague, ça veut dire qu'il y a un moment, je comprends pas comment on regarde ce conflit. C'est pas moi, je vais pas répéter ce qu'on a dit 1 million de fois. Mais il faut le dire. Il n'y avait plus un seul juif à Gaza. Les Israéliens, d'ailleurs, Gaza était égyptien jusqu'en 67, puisque tout le monde dit qu'il faudrait revenir aux frontières de 67. Avant 67, Gaza, c'était l'Égypte. Les Israéliens ont pris Gaza en 73 aux Égyptiens. Depuis, en 2005, je crois, les Israéliens se sont retirés de Gaza. Sharon a décidé de se retirer. Voilà. On a évacué des gens de force pour laisser ce territoire aux Palestiniens. Au lieu d'accueillir cette chose et de faire de Gaza un exemple, les Israéliens sont partis, ils ont laissé Gaza dans les mains des Palestiniens. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a vu des écoles, des hôpitaux, des hôtels, du tourisme? Est-ce qu'on a vu tout ça se construire, se mettre en place avec toutes les subventions reçues? On n'a rien vu de ça. L'argent a été détourné. La population de Gaza, en l'occurrence le Hamas, n'en avait absolument rien à faire. Ils se sont armés et ils ont construit des tunnels pour faire la guerre à Israël. Et puis... Alors, comment voulez-vous? Quand on donne un territoire à des gens et que ça ne suffit pas à avoir une paix, quand on donne un territoire à quelqu'un et qu'il l'utilise pour faire la guerre avec vous, il faut bien admettre que les Israéliens sont un peu traumatisés. C'est difficile aujourd'hui de donner des territoires parce qu'on se méfie trop de ce qui peut arriver après. De ce qui peut arriver après. Vous parlez de Gaza qui pourrait pu être... ce qui n'est pas, ce que ce territoire n'est pas aujourd'hui. Ça vous fait rêver le Gaza vu par Trump? Non mais tout ça c'est, alors ça pour le coup c'est une blague, vraie blague. Je pense pas. Moi aussi ma question est une blague. Non mais on parle pas de ça. Je veux dire que si les Israéliens ont rendu Gaza aux Palestiniens, c'est pour que ça devienne un territoire palestinien. Voilà. En revanche, ce territoire palestinien, parce que la côte est magnifique, ce territoire palestinien pourrait devenir un endroit extraordinaire pour eux et pour tout le monde. Mais ils préfèrent... Les Gazaouis. Ils préfèrent voter pour le Hamas. Ça veut dire que cette mer sublime devant eux et ce territoire magnifique, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est le sous-sol. Et vous l'avez noté tout à l'heure. Une partie des Gazaouis, c'est quelques centaines, peut-être quelques milliers, se révoltent, ils en ont marre du Hamas. Et il semblerait, enfin, qu'il y ait une révolte. Et je suis étonné de voir que le monde ne saute pas dessus. On n'en parle pas. Pour aider les Palestiniens. Ça veut dire que, en fait, on se rend compte que la souffrance palestinienne, elle intéresse peu de gens en réalité. On a envie juste de s'en prendre aux Juifs. Aux Juifs, c'est-à-dire à Israël. Aux Juifs. Aux Juifs. Aux Juifs. Parce que, pour moi, tout ça est très clair. D'ailleurs, quand on entend en France Intifada de Gaza à Paris. De Gaza à Paris. Ça veut dire quoi? On est israélien ici? D'après vous? Non, mais c'est pas d'après vous, je vous pose la question, d'après vous. Ça veut dire quoi? Moi, ça veut dire que c'est une horreur. Mais non, mais moi, j'ai toujours dit que ce conflit n'existait pas. Il n'y a pas de conflit israélo-palestinien. Il y a des antisémites. C'est tout. Le problème d'Israël, ce n'est pas un problème de territoire.
En 48, ils n'ont pas accepté un certain nombre de territoires. Les Palestiniens. Les Palestiniens et les pays arabes. Voilà. Et depuis 48, il y a eu un nombre de propositions, d'offres, et certaines dangereuses pour Israël. Les Israéliens étaient prêts à concéder des choses. Ça n'a jamais été accepté. Allez, c'est moi finir. Oui, je vais finir. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est donc que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas d'avoir un territoire. Ce qui les intéresse, c'est d'anéantir Israël, de ne plus avoir de présence juive là-bas. Donc, c'est une question d'antisémitisme. C'est la même chose ici. Le jour où les politiques comprendront cette chose-là et qu'ils se battront réellement pour un territoire palestinien, alors je souhaite... Vous savez, je me souviens très bien d'une chose. Je me souviens très bien, en 1973, la guerre de Kippour. J'étais avec mon père. Et le bruit a commencé à courir qu'il y avait une guerre. Un samedi, jour de Kippour. Je ne sais plus si c'était un samedi, mais c'était un jour de Kippour. On était à la synagogue. Le bruit a couru. Ouais. Et je me retrouve avec mon père dans l'ascenseur pour remonter chez moi à la fin de Kippour. Et il m'a dit cette chose, il m'a dit « Je pense que malheureusement, je ne verrai jamais la paix de mon vivant. Je souhaite que tu la vois toi. » On ne souhaite que ça. En face de nous, je ne vois pas quelque chose de cet ordre-là. Alors aujourd'hui, quand je vois ces manifestations de Palestiniens oser avoir le courage de se rebeller contre le Hamas, j'aimerais que le monde les aide. 73. Golda Meir, première ministre. Elle dit, à l'époque, on donnera une parcelle de territoire contre une parcelle de paix. C'était visionnaire, elle n'a pas été entendue. Et Golda Meir disait aussi, avant la guerre de Kippour, je crois que c'était en septembre 73, je peux pardonner aux pays arabes. On peut pardonner de nous tuer nos enfants, mais on ne vous pardonnera jamais de nous obliger à tuer les vôtres. Voilà. Et elle ajoute, il y aura la paix le jour où ils aimeront plus leurs enfants que ce qu'ils nous détestent. Voilà. Et c'est toujours d'actualité. C'est totalement d'actualité, puisque 53 ans, ce que un tas de gens ne veulent pas voir aujourd'hui, ou qu'ils font semblant de ne pas voir, c'est que le Hamas se fout complètement des Palestiniens et de sa population. Voilà. Ils ont voulu, quelque part, tuer le camp de la paix. Quand ils en sont pris au kibbutz. Du sud d'Israël. Depuis toujours. Même quand il y a eu, avant que Rabin se fasse assassiner, il y a eu un nombre, après les accords, d'attentats. Il y a eu un nombre d'attentats en Israël qui ont fait capoter ces accords. Qui ont fait capoter. Alors, et c'était des attentats du Hamas. Voilà. On en vient à la France. On est en France, l'après 7 octobre. Yvan Attal, il a débouché sur une vague d'antisémitisme sans précédent. Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI, qu'est-ce qu'ils font? Ils multiplient depuis des années, singulièrement depuis le 7 octobre, des déclarations, des tweets nauséabonds sur le CRIF, sur des personnalités juives. Dernière en date, le 19 mars, Mélenchon prononçait cette phrase. Il vous couperait les cheveux pour en faire des édredons. Il visait ainsi les patrons de presse qui avaient eu le tort, dont les journaux avaient dénoncé l'utilisation des codes antisémites pour cibler des codes antisémites des années 30-40 sur l'affiche de LFI ciblant Cyril Hanouna. Et puis c'est pas tout, le lendemain, un député LFI, Bernalicis, il a plaisanté dans l'hémicycle, je cite ces mots, sur la solution finale. C'était en plein débat sur le narcotrafic. En clair, Mélenchon et ses troupes, je suis un peu long, choisissent désormais d'utiliser les références crasses à l'extermination des Juifs pendant la Shoah pour des raisons électoralistes. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon est-il le nom? Non, mais moi, j'en ai plus rien à foutre de parler de Mélenchon. J'ai pas envie de lui faire de la pub, c'est un antisémite. C'est un antisémite. Lui et toute sa bande. Ouais. Ou alors, puisqu'ils ont l'air de dire qu'ils ne sont pas antisémites, je veux bien les croire, à la limite, je veux bien les croire, mais qu'ils reconnaissent que leur électorat et que tous les gens qui viennent les supporter le sont clairement. Donc, je ne sais pas comment moi je pourrais avoir un ami antisémite, un ami raciste, sans que je lui dise « connard ». Donc, il a beau se défendre d'antisémitisme, et ils ont beau tous se défendre d'antisémitisme, je veux bien, à la limite,
croire qu'ils ne sont pas antisémites. Je veux bien les entendre. Mais alors qu'ils se débarrassent de leurs vrais antisémites à côté d'eux. Ça en fait beaucoup. Hein. On a demandé au RN 1 milliard de choses. Pourquoi on ne le demande pas à LFI? Qu'est-ce qu'il faut leur demander précisément? De se débarrasser de tout cet électorat qui est totalement antisémite. Et des élus? Il y a des élus. Et de certains élus. Ah, vous avez des élus comme de Logus ou des... plein. Hein, les Romains, tout ça. Ouais, enfin, c'est une secte antisémite. Franchement, mais c'est au-delà de ça. Ça veut dire, quand on écoute... quand on les écoute parfois, moi je rigole des fois. Ouais. Franchement, parfois ça me fait rire. Et après, ça fait pas. Ça me fait rire jaune. Mais de voir leurs bêtises. Comment on en est arrivé là? C'est nos élus. Il faut se poser la question. Et d'ailleurs, les insoumis, parce qu'il faut poser comme cette question. Ils ont trouvé un nouveau terme pour qualifier les juifs qu'ils considèrent comme trop en soutien d'Israël. Les génocidaires. Alors. Hein? Génocidaire, génocide, nazification de l'État d'Israël, nazification des Juifs. En fait, on veut faire croire. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'en 48, il n'y a pas de peuple palestinien. Avant 48, il n'y a pas de peuple palestinien. Les Palestiniens, le peuple palestinien d'aujourd'hui n'existait pas avant 48. On pourrait regarder le drapeau de la Palestine avant 1948. Je ne sais pas, il y a une caméra, on peut le chercher dans Google là tout de suite, et on le montre à la caméra. Je crois que ce serait bien. On va le faire. Mais non, mais parce qu'il y a plusieurs drapeaux à montrer. Les symboles, ça raconte des choses quand même. Hein. Donc le drapeau palestinien d'avant 1948, il est flanqué de l'étoile de David. Ça veut dire au milieu du drapeau, il y a une étoile de David. Donc, il y avait des Juifs avant 1948, en Palestine, des Juifs palestiniens. Il y avait une monnaie juive, des syndicats juifs. La langue juive, l'hébreu, hein. La langue juive, etc. On a fait... quand j'entends dire qu'on a donné et on a créé un État juif en Palestine après la Shoah, je deviens dingue. Oui, parce que ça comme si c'était une création de toutes pièces. Comme si on avait inventé un État juif là. Il y a toujours eu des juifs là. Depuis toujours. C'est la terre des juifs. D'ailleurs, même quand on parle de colonies en Cisjordanie, ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien de religieux, c'est archéologique. On a construit une mosquée sur un temple. Donc Jérusalem, hein. Voilà. Qui a colonisé qui? Mais la preuve est là. Ouais, mais quand vous dites... la preuve est là. Attendez, on va revenir au génocide. Ouais, non, mais parce que vous parlez de colonies. Ça veut dire que vous dites il faut pas rendre des territoires? C'est pas ce que je dis. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que ça peut être interprété comme ça. Jérusalem, non. Non, je parle pas de Jérusalem, de Cisjordanie. Alors, il faut trouver des accords de paix. Voilà. Hein, il y a un moment, il faut faire des concessions. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien que tout le monde fasse des concessions, qu'on ne demande pas qu'à Israël de faire des concessions. Les Palestiniens, puisqu'on parle de drapeau, sont des Jordaniens, d'accord? Qu'on regarde à nouveau le drapeau palestinien et le drapeau jordanien. C'est exactement le même. Il y en a un qui a une étoile, ils ont enlevé l'étoile, mais c'est les mêmes. 70 ou 80% des Jordaniens sont palestiniens. Donc, qu'on demande aux Jordaniens... aussi de donner peut-être un bout de territoire. Moi, je rêve d'une paix. Je vous l'ai dit, depuis cette phrase de mon père, je rêve d'une paix avec les Palestiniens. Que vous pourriez voir de votre vivant. J'espère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait que tout le monde se mette à table. Que ce ne soit pas un problème, qu'on ne nous fasse pas croire que ce soit un problème simplement d'Israël. Donc, depuis 1948, je veux en revenir au génocide. Depuis 1948, les Palestiniens, ce peuple palestinien s'est construit en miroir de l'État d'Israël. Et qu'ils ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Ils veulent absolument un génocide. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que le monde nous a donné Israël après la Shoah. Donc après un vrai génocide. Donc ils se disent, on va émouvoir le monde en disant que nous aussi on est victime d'un génocide et on va nous donner des territoires. Et ça a l'air de marcher?
Quand vous entendez Rima Hassan, elle dit, Rima Hassan... Mais vous l'écoutez, Rima Hassan, mais qui l'écoute. On l'entend. Oui, mais on l'entend, mais qui l'écoute. Il y en a beaucoup. Non. Hein. La Palestine de la mer au Jourdain. Hein, parce que c'est lié à ce que vous dites. Donc c'est bien la preuve voilà, c'est pour ça. Qu'ils ne veulent pas la paix. Ouais. Je veux dire que si des gens criaient tout d'un coup Israël, from the river to the sea, on nous traiterait de tous les noms. Pour être juste, il y en a quelques-uns qui le disent en Israël. Hein, oui, mais on les traite de tous les noms. Voilà. Donc c'est pour revenir à votre histoire de territoire. Il faut faire des concessions. Mais ce n'est pas qu'à Israël de faire des concessions. Putain, c'est difficile de vous parler à vous parce que vous regardez tout le temps de l'autre côté. Non, pas du tout. Je regarde... Vous êtes filmé, vous aussi? Oui, non, je regarde le chrono parce qu'on a 45 minutes. Il en reste 5. On ne peut pas les dépasser. C'est pour ça que je regarde là-bas. Mais je vous regarde aussi, je vous écoute. Moi aussi, je regarde la météo. Je vous entends. Vous mettez un signe égal entre le RN et LFI ou pas? Alors, bon, LFI est clairement antisémite de tous les côtés. Et puis, il y a une alliance avec l'islam radical. L'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, mais enfin, c'est au-delà de l'islamo-gauchisme. Ouais. Bon. Donc, LFI, pour moi, je ne sais pas jusqu'où on va les laisser parler, faire, etc., nous emmerder. Il faut les faire taire. Bah, il y a un moment, quand on n'est plus républicain, je ne sais pas ce que ces gens font à l'Assemblée, etc. Il mériterait d'être interdit, ce parti. Bah, moi, je crois qu'il y a un moment, il faut voir clair, quand même. On a vu la manifestation, on a vu le week-end dernier. Ok. On n'est pas dupes. Le RN, malheureusement, je dois le dire parce que je sais que ça va déplaire à certains, il y a quand même un ADN dans ce parti qui me plaît pas beaucoup. Voilà. On va préciser les choses. Bah, préciser les choses, c'est que c'était un parti largement antisémite quand même. Et toujours antisémite ou pas? Je pense qu'il y a un ADN dans ce parti. Ouais. Je ne doute pas une seule seconde que Marine Le Pen a sincèrement dédiabolisé ce parti. Je crois pas que c'était uniquement stratégique. Je pense qu'elle n'est pas antisémite. Voilà. Et on va préciser les choses. Elle n'est pas antisémite. Et concernant l'extrême droite, tous les racismes se valent. Hein, il faut dire. Mais évidemment, mais moi je me reconnais pas du tout dans l'extrême droite. Je dis ça par rapport à nos auditeurs. Je préfère être. Mais c'est pour ça que je le dis. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a un ADN dans ce parti. Il faut se méfier. Ouais. Enfin, il y a pas si longtemps, on a trouvé encore, je sais plus ce que c'était, une femme du RM qui se présentait aux élections, chez qui on a retrouvé une iconographie nazie, machin, des objets, des trucs. Bon, il y a des gens qui sont quand même encore là-dessus. Et alors, quand vous avez vu cette semaine, hein, Jordan Bardella, Marion Maréchal, Louis Alliot, en Israël, participer à une conférence sur l'antisémitisme à l'invitation de Benjamin Netanyahou. Ça a provoqué des hurlements au sein de la communauté juive, notamment chez Chaim Korsia, le grand rabbin, et Yonatan Arfi, président du CRIF, et vous? Moi, j'ai pas hurlé. Mais en même temps, je comprends. Je comprends que c'est quelque chose de compliqué. Ça veut dire, pour quelles raisons on invite ces gens, pour quelles raisons ils y vont. Parce que ils ont l'air comme ça de nous défendre, mais j'ai appris il n'y a pas si longtemps qu'ils ne votent pas, par exemple, des choses qui seraient la preuve de leur non-antisémitisme. Par exemple, il y avait une loi qui pouvait être votée... sur la sionisme égale antisémitisme, ils l'ont pas voté. Donc en réalité, bon, est-ce qu'ils font pas un petit travail aussi électoral, même si on pèse pas très lourd? Alors c'est là où on peut se poser la question, parce que venir draguer les juifs, on représente quoi? On représente 0,7% de la population. On représente rien du tout. 0,7% de la population, donc, 62% des ah oui, des actes antisémites. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un parti politique, l'électorat juif ne représente franchement pas grand-chose. Donc, si c'est un calcul électoral, c'est vraiment un très mauvais calcul. Mais ça vous a fait mal de les voir reçus en Israël par Netanyahou ou pas? Bah, je me dis à quoi on joue, quoi. Qui on? Bah, tout le monde. Je me dis à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça veut dire. Là, vous lancez, vous parlez de Netanyahou en disant ça. À quoi on joue?
Bon, je nous parle à nous tous. Je veux parler à Netanyahou. Je sais pas ce que c'est. Ça veut dire que c'est des nationalistes qui se rencontrent. Je sais pas. Est-ce que... Alors, moi, je ne crois pas que Netanyahou soit un type d'extrême droite, même si pour des raisons, il est obligé de fricoter avec l'extrême droite. Israélienne, évidemment. Donc, est-ce que c'est pas ces extrêmes droites qui se rencontrent? Voilà. Donc, mais ça a quand même... c'est quand même une chose qui me... Enfin, je sais pas. Qui vous interroge. Qui m'interroge, oui. Peut-être qu'il vous fait mal un peu. Un peu. Hein, vous fait mal. Dernière question. Je regarde le temps. Ouais, mais oui, ça y est, c'est fini. Je ne sais pas si on peut la faire. C'est pour ça que j'aurais Votre dernière question. On va pouvoir le faire. Parce qu'habituellement, vous savez, j'ai un chrono ici, il n'est pas là. Voilà. Un spectacle, un film, ça appartient à la mémoire collective. Et vous, Yvan Attal, vous appartenez à la mémoire collective des Français. Vous l'imaginiez quand vous avez commencé votre carrière il y a 35-36 ans ou pas? Et vos parents, ils ne l'imaginaient pas? Non, mais je ne suis pas sûr d'être à ce point. Alors, tant mieux. Tant mieux. Oui. Alors, en tout cas, voilà, merci de votre témoignage. Hein, et je dis ça sans regarder le chrono. Et puis, je donne rendez-vous à nos auditeurs. Cet après-midi, vous savez avec qui? Non. Gabriel Attal. C'est votre cousin, c'est ça? C'est mon frère. C'est votre frère. Hein. Donc, avec l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Donc, Yvan Attal, Gabriel Attal, ça veut dire que Radio G aujourd'hui, c'est la journée des atos. En tout cas, merci. Merci. Dans un an. Dans un an ou avant. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée sur Radio J, à dimanche prochain. Et dès cet après-midi avec le deuxième ato, Gabriel Attal. Le deuxième Attal. L'un des deux atos. Ok.